Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour nous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé en collaboration avec Daily FX. Je passerai dans quelques minutes la parole à mon collègue Joris qui présentera donc son point de marché pour le mois de septembre 2021. Nous allons voir avec lui donc quelles sont les tendances du moment et comment se profilent les marchés à l'heure actuelle. Je vous avoue que il n'y a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais nous verrons qu'il y a des lueurs d'espoir pour une reprise du marché, je l'espère, un peu plus folichonne pour les mois à venir et avant les fêtes de fin d'année. Alors, on va débuter cette présentation tout de suite par l'habituel risk warning sur les produits CFD. Vous connaissez les CFD, ce sont des produits à effet de levier et ils impliquent évidemment certains risques que vous devez bien connaître avant de commencer le trading. Nous aborderons cette présentation d'à peu près une trentaine de minutes avec Joris et nous terminerons avec quelques petites informations de contact si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre contact donc avec nous. Voilà, Joris, je te passe le micro et la présentation. Merci à toutes et à tous et bonne présentation à vous tous. Merci à toi Harold, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver cette fois-ci pour un point de marché assez court. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc partager mon écran. Normalement, vous devez tous voir apparaître un graphique du S&P 500. Alors effectivement, on a des marchés assez calmes, pas beaucoup de volatilité, dans l'attente d'annonces soit de banques centrales, soit de données économiques pouvant indiquer les prochaines étapes clés de la politique monétaire de la Fed ou de la Banque centrale européenne. Pour rappel, on a eu la Banque centrale ou la Fed, on a eu la Banque centrale européenne la semaine dernière qui a indiqué encore une fois que l'inflation était transitoire. Aujourd'hui, on a un peu une grande guerre une grande bataille pour savoir si l'inflation est transitoire ou permanente, auquel cas la Fed devra et les banques centrales devront ajuster forcément leur politique monétaire. Et donc, on parle justement de tapering, un mot qui effraie un peu les marchés actuellement. Néanmoins, la semaine dernière, Christine Lagarde a été très agile dans son discours puisqu'elle a évoqué un recalibrage et pas le mot tapering. De ce fait, on écarte un peu les craintes du marché. Et aujourd'hui, justement, on avait l'inflation américaine. Et donc, la hausse des prix de base à la consommation aux États-Unis a ralenti en août, ce qui suggère en tout cas que l'inflation a probablement atteint un pic, même si elle pourrait quand même demeurer élevée sur fond de tension, notamment dans les chaînes d'approvisionnement. Donc maintenant, tous les regards, on va dire, sont tournés la semaine prochaine vers la réunion du FOMC, qui se réunit le 21 et le 22 septembre pour justement discuter de sa politique monétaire. Et les marchés craignent qu'une annonce de réduction des achats d'actifs sera faite lors de cette réunion. Et donc forcément, avec des marchés qui ont été soutenus depuis 15 mois maintenant, plus de 15 mois depuis le crack du Covid, par des injections de liquidités, les opérateurs risquent de ne pas apprécier si les banques centrales se retirent trop rapidement des marchés. On pourrait avoir, comme en 2018, où même la Fed avait tenté de relever ses taux et derrière, le marché avait perdu entre 10 et 15%. Donc là, en ce moment, les banques centrales préparent le terrain, regardent les chiffres, notamment de l'emploi. C'est vrai que le dernier NFP, les chiffres sur l'emploi aux US étaient un peu décevants, mais d'un autre côté, l'inflation est là et si elle continue à croître, en tout cas, logiquement, la Fed devrait intervenir. Donc aujourd'hui, le facteur risque sur les marchés, ça reste l'inflation et derrière le tapering, donc la réduction des achats d'actifs de par les banques centrales. Donc voilà le petit point macro qu'il va falloir retenir pour ce mois-ci, notamment
nous avons le S&P 500 en données journalières. Donc, c'est le premier point de marché que je fais avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à faire un retour à Harold pour savoir si vous souhaitez plus un point de marché sur les indices boursiers, sur les actions, sur le forex, peut-être sur les cryptos ou bien les matières premières. En tout cas, j'ai sélectionné actuellement 3-4 actifs, on va dire, un indice, une paire de forex, le gold, le S&P et le BTC, où j'estime qu'il pourrait y avoir un peu d'action et éventuellement un plan de trading à mettre en place sur cette classe d'actifs. Pour commencer, ici, nous avons le S&P 500 et pour ma part, j'utilise l'Ishimoku avec une moyenne mobile 50 et aussi le RSI. Et je constate qu'on arrive sur un niveau clé. D'une part, je vais d'abord enlever l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre et visible. On est un peu dans un biseau ascendant sur le S&P 500. Et ici, on a une belle droite qui passe par tous les plus bas. On a quand même 1, 2, 3, 4. Et on est en train de faire le 5e point de contact. Et à chaque fois, on a quand même une réaction positive du marché à chaque prise d'appui proche de la MM50 et couplée à notre borne basse de biseau. Donc très clairement, ici, on est sur un niveau de prix intéressant car soit le marché va de nouveau prendre appui sur ce niveau et repartir en direction des 4550, voire inscrire un nouveau plus haut historique. Sinon, scénario baissier, ce serait une clôture sous cette moyenne mobile 50 et notre oblique afin d'enclencher un mouvement correctif vers les prochains niveaux de support. Alors, pour l'instant, les acheteurs gardent la main, on est dans une tendance bien haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Le mois de septembre, généralement, on l'a constaté, ce n'est pas forcément un bon mois, effectivement, pour les indices. Généralement, on a eu une performance décevante, un peu dans le rouge même, généralement sur le mois de septembre. Néanmoins, ça reste des statistiques et des probabilités. Ici, d'un point de vue technique, le marché se situe sur un niveau clé. Et ce que j'aime bien, c'est que depuis maintenant plusieurs semaines, le S&P a à peu près la même dynamique, si vous voulez, c'est qu'il a tendance à retracer 50 voire 61% de sa baisse avant de repartir. Donc si on prend par exemple ici cette vague, la première vague de hausse, on est venu retracer, prendre appui sur la moyenne mobile 50, vous voyez, sur le niveau des 50%, avant de repartir. Donc si on fait la même chose ensuite sur cette nouvelle vague de hausse, vous remarquerez qu'à chaque fois, pareil, ici, on est venu taper sur le niveau des 50. Et le S&P reproduit le même schéma maintenant depuis pas mal de temps, que ce soit aussi ici, vous voyez, de nouveau, les 50, on est quasiment venu chercher les 61,8. Pareil, si je prends ce point de contact juste ici, avec les dernières vagues de hausse avant que ça chute, pile poil les 50%. Et justement, cette fois-ci, je n'ai pas réussi à le supprimer. Cette fois-ci, on arrive encore une fois sur le niveau des 50%. Donc voilà pourquoi, selon moi, le S&P, on dit souvent dans l'analyse technique que l'histoire se répète et j'estime qu'on arrive sur un niveau clé intéressant. Donc pour l'instant, je n'observe toujours pas de chemin de retournement. On pourrait très bien faire un excès, mais en tout cas, on arrive dans une zone chaude. Pour l'instant, en tout cas, c'est un peu tôt pour vendre le S&P. Si vous étiez vendeur de S&P ici, très bien. Maintenant, on arrive sur un double niveau, voire triple niveau de support, que ce soit la MM50 et le niveau des 50, voire des 61,8. Donc, c'est ici que ça va jouer pour le S&P 500, très clairement. Il faudra donc surveiller des signaux, soit de retournement, soit une impulsion baissière pour tenter des achats à bon compte avec un stop loss à chaque fois sous la MM50 pour tenter d'amorcer une nouvelle jambe de hausse pour viser, je pense, dans un premier temps, les 4500, puis vers des nouveaux plus hauts historiques. Voilà, en tout cas, un plan que je surveille sur le S&P 500. Pour l'instant, si on met l'Ishimoku,
les prix viennent, encore une fois, comme ici, vous voyez, tester ce plat de Kijun avant de rebondir. Là, pareil, on a fait un excès sur mèche et là, on surfe un peu dessus. Donc, pour l'instant, pas de précipitation à l'achat ou à la vente. C'est encore un peu tôt. Je n'observe pas sur les unités de temps plus courtes des éléments indiquant tout de suite un retournement de marché ou une poursuite de la baisse. Mais en tout cas, on est sur un gros niveau de support. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est de ne pas vendre un support. On attendra sa cassure avec un stop loss juste au-dessus pour justement derrière aller chercher une correction profonde en direction des 4380. Néanmoins, si on commence à partir dans un range et que derrière, ici, on a un petit range 4 heures qui est en train de se former sur cette oblique, et qu'on en sort par le haut, eh bien, je passerai osciller sur le S&P avec, comme je vous le disais, une répétition un peu des cycles qu'on a, des retracements de 50 voire 61% de la dernière vague de hausse à chaque fois, en fait. Comme il le fait maintenant l'indice depuis plusieurs semaines. Donc voilà un plan que je vais surveiller. Soit on casse les plus bas ici en clôture de bougie avec la M50. Dans ce cas-là, plutôt un plan vendeur pour aller chercher les 4380. À l'inverse, si on repasse au-dessus de la résistance, haussier pour repartir dans le sens du flux qui, lui, est haussier depuis plusieurs mois. Donc là, on assiste à une correction de marché, mais peut-être qu'on est sur un creux à court terme. Donc voilà pour moi l'opportunité actuellement que je surveille cette semaine sur le S&P 500. Ensuite, on va passer au gold. Le gold qui semblait endormi depuis pas mal de temps et finalement est en train de former une figure chartiste intéressante. Alors on va d'abord basculer en données hebdomadaires pour se rendre compte que d'une part, on a toujours une tendance primaire haussière et ici effectivement depuis le mois de juillet-août 2020, on avait une tendance secondaire baissière. Néanmoins, depuis le mois d'avril, on tentait d'amorcer une reprise haussière. Derrière, ici, on a eu les annonces de la Fed au mois de juin, c'est un peu plombé le métal jaune, mais pour autant, on n'a pas enfoncé cette oblique haussière qui permet de cadrer la hausse. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que d'une part, on a toujours cette oblique qui passe par les plus bas en soutien, qui vient soutenir les prix. Les prix sont justement venus prendre appui dessus avant les chiffres de l'inflation américaine cet après-midi à 14h30. Donc, pas d'alerte baissière tant qu'on a peu une grosse incursion sous cette oblique, voire même sous les 1760. Vous voyez qu'ici, on a fait une belle mèche et derrière, on a eu le sell-off suite aux données, aux chiffres sur l'emploi américain le mois dernier. On a eu un petit sell-off sur le cours de l'or, mais derrière, on a clôturé au-dessus de l'oblique. Donc là, pareil, tant qu'on a cette oblique qui tient, pour moi, les acheteurs à long terme gardent la main. Maintenant qu'on a identifié cette zone, autre élément à noter, c'est qu'on a aussi une zone très importante de prix sur ce niveau-là. Donc, zone de support couplée à une oblique. Donc, zone de support horizontale couplée à une oblique haussière. Vous voyez qu'ici, on a un gros niveau de prix qui a été travaillé à de nombreuses reprises par le passé, aux alentours des 1780, 1795. On était venu effectuer un pullback ici avant de repartir et d'enfoncer ce niveau. Et donc là, voilà, les prix sont revenus finalement travailler cette zone avec notre oblique. Donc voilà pourquoi, pareil, celles et ceux qui pensent vendre l'or, attendez la cassure des gros niveaux clés, des niveaux mensuels et des niveaux weekly. Autre élément qui va m'intéresser aussi sur le gold actuellement, c'est tout simplement la formation d'une potentielle épaule, tête, épaule inversée. Et dans ce cas-là, le franchissement des 1830 devrait permettre une accélération haussière en direction des 1850, voire des 1910. Donc là, actuellement,
Ce n'est que spéculation, étant donné qu'elle n'est pas encore formée, mais on en prend la forme. Si je retire ma zone, juste ici, vous voyez qu'on a voilà, une épaule, tête, et qu'on est en train de former la deuxième épaule. Donc ça pourrait être intéressant, pareil, de chercher des achats proches de cette zone, avec de nouveau un stop loss ici, ou, pour les plus prudents, d'attendre tout simplement la cassure des 1830 pour vous positionner sur le gold et jouer ainsi la reprise haussière en direction des 1910. Et enfin, si on affine encore un peu en données 4 heures, effectivement, on avait un range de consolidation ici et après être venu chercher notre oblique, on est sorti par le haut, donc on attendra la clôture qui est dans 12 minutes, mais sorti par le haut du range avec un puissant chandelier de retournement, un avalement haussier. Donc là, on a très clairement une bougie fluide directionnelle. Donc les traders peut-être les plus agressifs tenteront des ventes sur un pullback avec un stop loss là pour aller chercher les 1830. Les autres, les plus prudents, attendront tout simplement la cassure des 1830 pour valider cette figure chartiste qui pourrait ensuite conduire, enfin qui pourrait donner, ouvrir la voie et une accélération vraiment en direction, je pense, des 1900, voire des 1910. Donc voici le plan très clairement que je surveille aussi actuellement sur l'once d'or. Maintenant, côté action, pour celles et ceux qui tradent les actions, j'ai noté une configuration intéressante sur Argan, Euronext Paris. Ici, vous avez le code mnémonique ARG. Si vous pratiquez le trend following, vous connaissez sûrement la méthode des breakouts haussiers, qui consiste tout simplement à payer un titre lorsque celui-ci franchit ses anciens plus hauts historiques. Donc, comme ce fut le cas ici, par exemple, généralement, on assiste à une poursuite de la hausse. Là, là et là. Ce qui me plaît beaucoup sur ce titre, c'est qu'on consolidait justement dans un range et qu'on a eu pareil une sortie par le haut. Donc, belle dynamique haussière sur le titre Argan depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Phase de respiration et de consolidation. Ici, belle bougie flux haussière, directionnelle et impulsive. Certains noteront même qu'on n'a pas de mèche, donc on est sur un Marubozu. Et dans l'ensemble, si j'arrive, et dans l'ensemble, accompagné de volume. Voilà. Si on regarde les volumes sur la séance, très clairement, on a eu une séance avec pas mal de volume comparé aux précédentes en franchissement d'un plus haut historique. Donc généralement, les habitués du trend following aiment ce genre de dossier qui invite à une poursuite de la hausse. Ce qu'on appelle un breakout haussier, comme ce fut le cas ici. Si on reprend par le passé, tous les breakouts ont plutôt bien fonctionné. Généralement, les dossiers en bonne santé et de qualité ont tendance à être privilégiés par les investisseurs. Donc, tout porte à croire que Argan pourrait continuer sa course, en tout cas. Donc voilà un titre qui va m'intéresser aussi pour le mois de septembre. C'est Argan, après plusieurs semaines de consolidation, donne, pour ma part, je trouve, un signal technique haussier avec la cassure et la sortie de range. Donc après, à vous de voir comment vous placez votre stop. L'analyse technique dit qu'il faut placer un stop au milieu du range. Vous pouvez très bien aussi placer un stop en dessous du range. Et si on se fie une nouvelle fois à l'analyse technique, l'objectif théorique se situe autour des 121 €. Voilà à peu près le plan selon l'analyse graphique. Bien entendu, le titre peut très bien prolonger le mouvement. Le but aussi dans le trend following, c'est de sortir uniquement quand la tendance se retourne. Quelqu'un qui est positionné depuis la cassure ici, je pense, n'est pas sorti sur le titre, étant donné que la tendance ne s'est jamais retournée pour l'instant et qu'elle se prolonge même. Donc là, pour ma part, sur Argan, plutôt un signal technique haussier qui nous invite à une poursuite de la hausse vers de nouveaux records.
Enfin, pour terminer, actif un peu plus spéculatif, mais quand même assez regardé, ça va quand même être le Bitcoin, qui a fait parler de lui cette semaine, notamment avec la liquidation de pas mal de traders qui, encore une fois, mettent énormément d'effets de levier sur leur plateforme. De ce fait, on a eu une belle liquidation ici de quasiment 3 milliards de la part d'environ 400 000 traders, à cause, encore une fois, d'un effet de levier beaucoup trop important sur les crypto-monnaies, sachant qu'on est quand même sur des actifs extrêmement volatiles. Hein. Les crypto-monnaies peuvent prendre entre 5, 15, voire même 40% en l'espace d'une seule séance. Donc forcément, il faut adapter la gestion du risque. Pour autant, la dynamique, elle, reste haussière sur le BTC, toujours. Après une hausse de 80%, le marché avait besoin de souffler, je pense, effectivement. 80% de hausse en seulement un mois et demi. Néanmoins, prise de recul maintenant après cette énorme purge qu'on a eue le mardi 7 septembre, on est potentiellement dans un range à venir. J'estime qu'on est toujours dans cette deuxième phase de bull run. Ici, on avait la première phase de bull run, phase de repli du marché, mais en soi, le marché est resté haussier. Et là, on a attaqué la deuxième phase de bull run. Et selon moi, on risque, en tout cas, on devrait plutôt évoluer dans un range à venir sur le BTC. Je vous invite, si vous tradez cet actif, à tracer vos zones. Le BTC et les crypto-monnaies réagissent à la perfection sur les grosses zones de support et de résistance mensuelles, voire weekly. Et ici, très clairement, en reprenant les ratios de Fibonacci ou même l'historique passé des prix, on se rend compte que le BTC ne s'est pas arrêté n'importe où. Il s'est arrêté sur une très belle zone de support, couplée au niveau des 38,2 de Fibonacci, et derrière, la MM50, encore une fois, en soutien. Donc là, maintenant, reste à savoir si on va continuer un peu à ranger ou enfoncer ce niveau pour ensuite aller chercher le niveau des 41 000 $. Pour ma part, j'émets l'hypothèse d'un range à venir entre 40 000 et 52 000, étant donné que on n'a pas de clôture pour l'instant sous ce niveau. On a fait des incursions sous mèche, malgré la fake news qu'on a eue hier à propos du Litecoin avec un possible partenariat avec Walmart. On a fait un pump and dump. Finalement, malgré l'excès sur mèche, vous voyez qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un avalement haussier. Donc pareil, à surveiller la clôture, mais concernant le BTC, je n'exclus pas en tout cas un range à court terme et à plus court terme encore, il faudra surveiller l'évolution de ce range. Vous voyez, ici on est venu travailler une nouvelle fois, on a fait une nouvelle rotation complète des prix vers la borne haute. Et donc, pour moi, la rupture d'une des deux bornes donnera le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Donc, pour les traders de range, encore une fois, soit on se positionne en haut pour vendre à l'achat en bas avec des signaux techniques baissiers ou haussiers. Et les moins expérimentés ou celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec les ranges attendront tout simplement la sortie, la clôture, soit par le haut, soit par le bas du range, pour se positionner à l'achat ou à la vente sur le BTC. Dans ce cas-là, en cas de clôture au-dessus avec un stop généralement soit au milieu, soit en dessous, eh bien, on essaiera d'aller chercher une nouvelle fois en TP1 les 50 500 $, puis en TP2 la borne haute du range à venir. Par contre, si on est amené à échouer une nouvelle fois sur la borne haute et qu'on enfonce en clôture de bougie, hein, très important d'attendre la clôture de la bougie, qu'on enfonce la grosse zone ici des 44 700 et 44 000 $, eh bien, une correction plus profonde pourrait intervenir et ainsi, je pense que le marché pourrait aller chercher les 41 000 $. Donc voilà le plan que j'ai sur ces différents actifs, notamment sur le BTC. On retrouve aussi à peu près le même schéma sur l'Ethereum, si vous allez en donner 4 heures.
Vous verrez qu'on a un beau biseau aussi qui est en cours de formation très rapidement, mais la dynamique reste la même. Voilà, ici en données 4 heures, on est dans un biseau, donc on surveillera la cassure de la MM50, de la borne haute et de la MM200. Donc là, on est un peu sur la zone chaude pour savoir si on peut de nouveau aller chercher les 3007, mais on ne passe pas vendeur tant que cette zone n'est pas enfoncée. Vous voyez qu'ici, on a une belle zone de prix. Encore une fois, comme sur le BTC, j'ai tracé toutes mes zones et là, la zone de support, c'est vers la MM50, donc les 3150 et le niveau des 38,2 de Fibonacci, donc 3240 à peu près. Donc là, on a une grosse zone de prix et j'estime que tant qu'on n'a pas une clôture sous ce niveau, eh bien, pas de panique à avoir sur les crypto-monnaies. Les acheteurs gardent la main. Et là, maintenant, il faudra affiner en données 4 heures pour savoir si le marché pourrait repartir en direction des 3700. Élément intéressant, c'est que ici, justement, le sell-off qu'on a eu sur les cryptos n'a rien à voir avec le sell-off qu'on a eu ici, étant donné que là, c'était avec un peu... On a eu un catalyseur baissier ici. On a eu des annonces de la Chine pour mettre un tour de vis sur les crypto-monnaies. Derrière, Tesla a soufflé le chaud et le froid sur les marchés, notamment avec les paiements en Bitcoin pour acheter une Tesla sur son site. Donc derrière, forcément, avec les annonces de la Chine, on a eu une belle correction de marché. Mais ici, bon, à part le Salvador qui a accepté comme paiement le Bitcoin, bon, certains estiment qu'il fallait acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Effectivement, certes, ça a peut-être eu un impact sur le BTC, mais globalement, pour avoir fait quelques recherches, on a eu une liquidation de traders exposés sur certaines cryptos avec de trop gros leviers, donc résultat appel de marge, et leurs positions ont été liquidées. Donc pas vraiment de catalyseur baissier, comme ce fut le cas ici, engendrant une baisse plus profonde sur l'ensemble des cryptos. Pour moi, c'est un sell-off, le marché a besoin de corriger et liquider tout simplement les traders qui n'adoptaient pas une bonne gestion du risque sur ce type d'actifs. Mais sinon, à moyen long terme, la dynamique, elle, reste intacte sur les cryptos. Eh bien, écoutez, voici mon point de marché sur plusieurs classes d'actifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Si vous souhaitez que la prochaine fois, j'aborde d'autres classes d'actifs, plus les indices, peut-être moins les cryptos, un peu plus d'actions, certains concepts clés, plus l'environnement macro, n'hésitez pas à me faire un retour afin que je puisse ajuster le tir pour la prochaine émission. Ok, merci beaucoup Joris, merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette nouvelle session, nouveau webinaire, nouvelle formule pour la rentrée 2021. Donc nous allons mettre un terme à cette présentation. Je vais simplement vous montrer donc le moyen de nous contacter. Vous pouvez évidemment vous servir du téléphone aux numéros qui sont indiqués ici en rouge sur l'écran. Mais également, n'oubliez pas de regarder à travers les réseaux sociaux